Ce programme vous est proposé par Osiris, cabinet de coaching et de formation en intelligence de soi. Pour insuffler, il faut que le leader, que le dirigeant, il manifeste de la puissance. Ça, c'est très important et je crois que c'est très rare aujourd'hui. Et il faut aussi qu'il crée du chaos. Je crois qu'il n'y a pas d'équipe performante, d'entreprise performante, sans qu'il y ait une culture du chaos. Bonjour, je suis Marc Joget et vous écoutez Chiche, le podcast où l'on s'interroge sur le nouveau leadership dont le monde a besoin. Avec vous, je partage mes rencontres avec des hommes et des femmes inspirants. Dirigeants d'entreprise, experts ou entrepreneurs, ils interrogent leur singularité et challengent leurs habitudes. Ensemble, nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de transformation, de connaissance de soi et de relations aux autres, mais aussi du courage nécessaire pour mettre nos valeurs en action et faire nos choix en conscience. Vous écoutez Chiche, soyez les bienvenus. On le sait tous, être leader, c'est pas seulement une question de méthode. C'est aussi et surtout une gymnastique intérieure. Une tension permanente entre lucidité et intuition, entre action rapide et vision à long terme, et plein d'autres encore. On en discute d'ailleurs tout au long des épisodes de ce podcast. Toute une liste d'enjeux qui ne se jouent finalement pas uniquement dans les salles de réunion, mais à coup sûr, au cœur même du cerveau humain. Les études l'ont démontré depuis un moment, le cerveau n'est pas une machine rationnelle et froide. Il est vivant. Et on sait aussi qu'il cherche spontanément à éviter les dangers, à maintenir l'équilibre, à minimiser les risques. Notre cerveau, en fait, c'est une merveilleuse machine de protection. Et donc une machine qui freine aussi souvent la transformation, la créativité, la prise de recul. Bref, il semblerait donc que notre cerveau n'a pas été conçu pour diriger, il a été câblé pour survivre. Mais ce que nous savons aussi aujourd'hui, grâce à la neuroscience, c'est que le cerveau peut se rééduquer. Il peut s'ouvrir à d'autres schémas. Il peut passer de la réaction à la conscience, de la défense au discernement, du repli à l'élan. Ça serait donc ça le secret du cerveau des dirigeants qui réussissent ? C'est à cette question que notre invitée consacre ses travaux depuis très longtemps. Fanny Nussbaum est docteure en psychologie, chercheuse en neurosciences, autrice, conférencière et pionnière dans l'étude du fonctionnement cognitif et émotionnel des décideurs. Avec elle, aujourd'hui, on explore un sujet passionnant, le cerveau du dirigeant. Bienvenue donc dans un voyage au centre du cerveau et au cœur du leadership. Fanny, bonjour. Bonjour Marc. Je suis ravi qu'on puisse passer un moment ensemble aujourd'hui, parce que ça fait déjà longtemps que j'avais envie de creuser le sujet de la relation entre notre fonctionnement, nos attitudes, nos émotions et notre cerveau. Et ça, c'est ton métier et ta passion depuis de nombreuses années, non ? Oui, en effet, ça fait pas mal de temps, même si je ne suis pas née dedans. Au départ, je suis psychologue. À partir de ma pratique de psychologue, je me suis dit qu'il me manquait quelque chose, que ça me paraissait assez fou, que je parle de psyché toute la journée, que j'explique aux gens ce qui se passait dans leur tête, sans connaître vraiment ce qui se passait dans leur cerveau. Comment tu en es venu à croiser vraiment neurosciences et leadership, ou en tout cas à t'intéresser sur finalement les spécificités du cerveau des personnes performantes ? Quand j'ai commencé à accompagner les personnes, je me suis vite rendu compte que la dimension de l'augmentation de la personne m'intéressait davantage que la réparation, donc le fonctionnel m'intéressait plus que le dysfonctionnel. Mais finalement, ça va ensemble. Au bout du compte, quand on augmente, on répare aussi au passage. Mais je trouve que ça va plus loin et que c'est plus beau, que c'est plus grand. Et par ailleurs, et que c'est plus philosophique, encore une fois, comme démarche. En DESS, les éditions du Centre de psychologie appliquée, ceux qui font passer, qui créent les tests de QI en France, on me proposait de faire partie des étalonneurs de la VAIS 3. La VAIS 3, c'est le test de QI adulte, et l'édition 3, c'était celle d'avant, d'autrefois. J'ai fait passer à plein de gens le test de QI, et donc ça m'a beaucoup plu, même si aujourd'hui je suis assez critique envers l'utilisation de ce test, mais je l'adore. Je peux dire pourquoi je l'adore et pourquoi je le déteste. C'est comme ça que j'ai développé toute cette notion de la phylocognition, c'est-à-dire d'autres l'appellent le haut potentiel,
la surdouance, les HPI, etc., zèbre, neurodivergent, et moi je l'ai appelé la phylocognition. Et donc j'ai développé ma propre notion de comment augmenter l'homme dans sa dimension plutôt cognitive. Ce que j'ai aimé aussi, on en reparlera aussi dans le cours de notre conversation, c'est que toutes ces réflexions, tous ces travaux, tu les as mis dans une approche que tu appelles l'embellisme. Alors rien que le nom me plaît, mais quand on ouvre la boîte, on découvre aussi plein de choses. Et c'est aussi de ça, si tu es d'accord, dont on va parler aujourd'hui. Avec grand plaisir. On l'a dit, ce que nous savons aujourd'hui, grâce aux neurosciences, c'est que le cerveau est un organe flexible qui peut se rééduquer, qu'il peut s'ouvrir à d'autres schémas. Et sur la base de tes nombreux travaux, en liant la psychologie et les neurosciences, tu nous proposes de rééduquer notre cerveau, justement. Tu nous proposes une alternative puissante que tu appelles l'embellisme. Une approche pour rééduquer notre cerveau à regarder autrement. Non pas pour ignorer les menaces ou embellir la réalité à la manière d'un optimisme naïf, mais choisir en conscience de voir les ressources, les dynamiques positives, les liens, même dans les moments d'incertitude ou de tension. Et j'ai bien dit en conscience, car c'est bien là le cœur du sujet, je pense, comprendre que chaque cerveau est unique, que chaque leader a des biais, des zones de force, des angles morts, et que le développement de notre leadership ne peut plus faire l'économie d'une connaissance fine de notre fonctionnement mental. C'est ça l'embellisme ? Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Une philosophie qu'on pourrait appeler à la fois stoïcienne et existentialiste, et qui dit que il faut au quotidien se rendre soi-même plus grand, plus beau, plus fort, et qu'il faut rendre son environnement plus grand, plus beau, plus fort. C'est faire du plus grand et du plus beau avec soi-même et avec son environnement. Et j'ai trouvé cette phrase de Nietzsche qui me porte depuis pas mal de temps maintenant, qui dit « Je serai de ceux qui rendent belles les choses ». C'est passionnant et puis c'est hyper inspirant et on va essayer de pas à pas de découvrir comment, quand on est dirigeant, quand on est leader, en fait, au-delà des aspects probablement économiques ou de son job, on peut rendre belles les choses. Mais avant de continuer, il y a une partie de moi qui était un peu gênée par un terme. Alors peut-être que c'est moi qui l'ai mal employé, mais qui était rééduquer le cerveau. Et donc il y a une partie de moi qui y voit peut-être une forme de normativité implicite, ou comme s'il y avait un bon et un mauvais câblage cérébral. Alors, est-ce que tu peux préciser pour nos auditeurs et pour moi, comment est-ce que tu te situes par rapport à ceux qui parleraient plutôt d'acceptation, de plasticité naturelle ou même de chemin singulier, plutôt que de rééducation ? Alors, c'est moi qui ai employé le terme rééducation, mais peu importe si c'est moi, je l'assume complètement, ça me dérange pas du tout. Mais comment je me situerais ? En fait, tout apprentissage est une rééducation. Tu as un fonctionnement de ton cerveau et même une structure c'est pas seulement le fonctionnement, c'est structure et fonction de ton cerveau. Et quand tu veux apprendre quelque chose, par exemple, tu veux apprendre une nouvelle langue, tu es obligé de rééduquer ton cerveau. Il est éduqué d'une façon à ne pas connaître cette langue ou à avoir du mal à pratiquer cette langue ou à être étranger à cette langue. Et donc, il va se rééduquer, s'éduquer autrement pour pouvoir apprendre cette langue. Donc la rééducation n'est pas une idée qu'il y a justement une idée de réparation ou une idée qu'il faudrait être dans une norme. C'est simplement que si tu veux faire autrement avec toi-même, tu es obligé de remodeler l'existant. Merci pour cette précision qui me permet de remettre, en tout cas, dans cette conversation, l'enjeu de rééducation, en tout cas l'enjeu d'apprentissage au cœur de ton approche et au cœur de nos échanges. Pour continuer, je te propose de détailler certains points qui m'ont particulièrement plu dans ta démarche, qui me semblent très proches des enjeux concrets des dirigeants que je peux rencontrer
tous les jours dans mes accompagnements en coaching, et aussi très proche du leadership auquel j'essaye de contribuer tous les jours, hein, tu sais, en fait celui dont le monde a besoin. Alors le premier point que je retiens de ton approche, c'est que tu positionnes l'embellisme, en tout cas ta démarche, et donc aussi ta vision du dirigeant, comme justement un moteur de transformation. Ce que je veux dire, c'est que tu me proposes pas tout bêtement, naïvement, il me semble, un changement de fonctionnement de notre cerveau comme une fuite de la réalité, mais plutôt comme une posture active. Le leader, le dirigeant, ne se contente pas de ce qui est, mais veut le rendre meilleur. C'était ta notion de le rendre plus beau, le rendre meilleur, le rendre plus grand. Alors, en fait, d'abord, c'est à la scientifique du cerveau que je m'adresse. Sur le plan neurobiologique, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on adopte une posture de transformation? Est-ce que finalement on active des circuits particuliers liés à la créativité, à la persévérance, ou peut-être même à la récompense? Ça dépend ce qu'on appelle une posture de transformation. En fait, on pourrait dire que le cerveau, en permanence, il est en posture de transformation, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu parlais tout à l'heure de la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale est là beaucoup, beaucoup dans l'enfance et l'adolescence. Le cerveau est ultra plastique, modulable, et il apprend beaucoup. Mais ça va aussi, la plasticité cérébrale, avec beaucoup de chaos. C'est-à-dire que quand on est en plasticité cérébrale, on est en vulnérabilité parce que justement, ça teste, ça va dans tous les sens. Et donc c'est pour ça que c'est très bien qu'on ait des acquis, qu'on ait une structuration qui se soit faite, encore une fois, vers ses 25-28 ans, que le cerveau soit bien structuré avec des autoroutes, avec des voies qui sont plutôt sûres et fiables. Mais, ou plutôt, il y a des moments quand même où le cerveau adulte va se remettre en plasticité cérébrale, et ça, c'est quand il apprend, quand il est en transformation, justement. Et ça, c'est vraiment le mécanisme de la plasticité cérébrale, c'est le fait que le cerveau se remette en chaos et aille tester de nouvelles choses. Et donc là, bon, il y a plein de, il y a une création de BDNF, c'est-à-dire de nouvelles connexions, de nouvelles, on pourrait dire de nouveaux neurones, mais ce serait le dire vraiment trop rapidement. Et là, vraiment, on factorise son potentiel. On arrive à l'augmenter. Donc voilà, c'est ce qui se passe dans un cerveau qui apprend, qui se transforme. C'est principalement la plasticité cérébrale qui opère. Dans ce contexte de cerveau qui se remet à ouvrir des portes, à créer de nouvelles autoroutes, hein, si je te reprends, c'est justement ça, cette démarche à ce leadership de transformation, de se mettre en place. Et est-ce qu'il y a, selon toi, des conditions ou finalement un environnement qu'il faudrait rechercher, qui serait plus propice à se mettre justement dans cette dynamique de transformation? Oui, j'ai fait une étude avec mon équipe au CERMEP Imagerie du Vivant à Lyon, donc c'est là où je fais mes études par IRM. Une étude sur la performance et sur la performance, particulièrement la performance pécuniaire. Donc on peut, après c'était pas forcément des leaders, mais en tout cas c'est vrai que notre biais c'était que ceux qui étaient davantage en performance pécuniaire, financière, étaient davantage des leaders. On a eu une plus forte propension de leaders dans les personnes qui gagnaient le plus d'argent. Donc on a fait passer 60 sujets dans l'IRM. Ces sujets, on leur a demandé leur salaire, leur âge, et on a fait, enfin leur rémunération et leur âge, et on a fait un rapport salaire sur âge, lequel rapport on a comparé à nos données de tests de QI, et on les a tous fait passer dans l'IRM pendant 50 minutes, et on a fait des acquisitions d'images de leur cerveau au repos. Donc il n'y avait pas de stimulation particulière, c'était vraiment pour voir comment leur cerveau fonctionnait au repos. Et on a eu deux résultats super intéressants. C'est que le premier, il n'y avait aucune différence significative entre le groupe des personnes qui étaient les plus performants sur le plan pécuniaire, financier,
et le groupe des personnes qui étaient le moins performants sur le plan financier. Ça, c'est un premier résultat qui est quand même vraiment intéressant à mon sens, c'est qu'il ne s'agit pas dans la performance de qualité de raisonnement, de qualité dans ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors maintenant, avec quoi ça a à voir ? Donc le deuxième résultat qu'on a eu qui était super intéressant, c'est que les plus performants ont montré une organisation cérébrale énormément plus modulaire, et je vais te dire ensuite ce que ça veut dire, énormément plus modulaire que les moins performants. Qu'est-ce que ça veut dire ? La modularité cérébrale, c'est le fait que, en fait, ton cerveau, comme le mien, comme celui de tout le monde qui est en bonne santé, à 90 à 95% de son activité qui est inconsciente. C'est ce qu'on peut appeler l'inconscient cognitif. Et seulement donc 5 à 10% de l'activité cérébrale qui est du conscient. Toi et moi, là, ce qu'on est en train de faire, d'enregistrer ce podcast ensemble, eh bien, ça ne représente que 5 à 10% de ce qui est en train de se passer dans notre cerveau pendant que nous le faisons. Un petit peu comme l'image de l'iceberg avec la partie émergée qui serait celle qui est consciente et puis tout le reste qui existe mais qui travaille en fond d'écran ou en fond de tâches. C'est tout à fait ça. Donc, dans ces 90 à 95% d'activité cognitive cérébrale inconsciente, enfin pas que cognitive, il y a des modules, plein de modules qui sont spécialisés. Donc, il y a le module de la parole, de l'écoute, le module, si on fait des mouvements, eh bien, il va y avoir le module moteur. Si on fait des calculs mathématiques, il va y avoir ce module-là aussi, etc., etc. Et quand ces modules spécifiques agissent, ils communiquent entre eux sans que ça ait à repasser par le préfrontal et donc par la conscientisation des choses. Et donc, pour en revenir à nos performants, eh bien, les gens les plus performants dans notre étude se sont révélés ceux qui avaient cette organisation modulaire très importante. On a vu aussi que le réseau cérébral qui était très activé chez ces personnes les plus performantes, encore une fois, il n'y avait aucune stimulation, donc c'était vraiment au repos, c'était le réseau cérébral qu'on a tous quand on prend des décisions en situation d'incertitude. Là, ils prenaient aucune décision, il n'y avait pas de situation d'incertitude puisque c'était au repos. Et ben eux, ils ont ce réseau cérébral qui est tout le temps actif par rapport à nous tous qui activons ce réseau cérébral seulement quand nous avons besoin de prendre une décision, et quand nous le faisons, nous prenons une décision en situation d'incertitude. Nous, on l'a interprété comme ces personnes-là ont des automatismes mieux huilés et ils ont donc un flair plus important, c'est-à-dire qu'ils sentent plus vite quand ils doivent lever la jambe pour monter la marche, naturellement, paf, ils savent exactement ce qu'ils vont faire, et ils écoutent mieux cette intuition. Ce qu'ils sentent, ils l'écoutent mieux. Ils ne le rationalisent pas, ils ne passent pas par le préfrontal, ils vont directement de « je sens, j'agis ». Et c'est ça qu'on peut tous travailler. C'est ce passage de l'intuition à l'instinct. C'est je sens que cette situation me convient, qu'elle me convient pas, que cette personne me convient pas, et j'agis directement en conséquence. Je ne repasse pas par est-ce que ce que j'ai senti c'est bien, c'est juste, non mais attends, je vais me laisser un petit peu plus de temps pour. Ces personnes-là sont des agissantes directement, elles prennent des décisions directement par rapport à ce qu'elles sentent. C'est passionnant parce que l'intuition, ça revient très souvent dans les accompagnements. Est-ce que je dois me fier à mon intuition ? Quand on déroule aussi des profils typologiques, on voit tous, il y a l'intuitif, il y a le rationnel, etc. Ce passage très vite, automatique, de l'intuition à l'action, c'est ça en fait qui favorise, ou en tout cas qui caractérise les personnes qui sont, dans le cas de ton étude, les personnes les plus performantes. Exactement. Mais avant, il y a une étape. Il y a une étape préalable.
qui est d'automatiser justement. Parce que les gens confondent, hein, déjà les gens, quand on parle d'intuition, c'est tout de suite un terme qui peut paraître très ésotérique, alors qu'il n'y a vraiment rien d'ésotérique, enfin dans ma manière d'en parler. Avec le rationnel, on ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Quand tu es en train de te concentrer sur là ce que je suis en train de dire, je l'espère, ou quand tu es en train d'apprendre quelque chose ou de vraiment de potasser, tu ne peux pas faire autre chose en même temps. Alors que tout ce qui est automatisé, tu peux le démultiplier. Tu peux, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, tu peux marcher, tu peux parler en même temps, tu peux même manger en même temps. Voilà, toutes ces choses-là, tu peux les faire. Tu peux en faire 2, 3, 4, 5, 6, 10 peut-être. J'exagère peut-être un peu à la fois. Alors que quand tu es dans le rationnel, tu ne peux faire que ça. Donc cette intuition, c'est tout ce qui a été automatisé. Donc si tu veux avoir une bonne intuition dans un domaine et prendre de bonnes décisions et agir bien, vite et bien, il faut d'abord que tu aies créé des automatismes. Créer des automatismes, ça veut dire il faut que tu aies, déjà que tu saches quels automatismes tu veux créer, et ça nous amène après ou encore à l'embellisme. Oui, ou à une notion de l'intention, parce que ça aussi, on en parle souvent. L'intention initiale qui est au départ de tout ce qu'on peut penser, imaginer et puis faire. C'est ça, c'est tout à fait juste. L'intention, c'est toujours la même chose. L'intention, c'est ta philosophie. C'est qu'est-ce que tu mets derrière tes actions du quotidien. Et comment tu vas les mettre en pratique. Donc, quand tu fais de l'éducation, je pense qu'on parle de leadership ou d'éducation, c'est exactement la même chose. Donc, tu crées ces automatismes. Eh bien, toi, quand tu vas dans ton quotidien avoir une pratique embelliste, eh bien, au quotidien, tu vas créer des automatismes qui vont dans le sens de l'intention embelliste. Donc, je veux avoir des relations avec mes congénères qui soient des relations toujours belles, de qualité. Donc, je fais en sorte de développer avec mes congénères toujours de l'excellence. Mais il n'y a pas de tiédeur. On fait tout excellemment. Donc là, ce dont on parle, en fait, c'est finalement avant que ces automatismes nous permettent d'être plus performants, parce que ils se font automatiquement et ils passent directement de l'intuition à l'action, comme tu le disais. Il y a toute cette phase de créer ces automatismes et de cette intention, de cette discipline, de cet apprentissage, qui est quelque chose qu'on doit mettre en place consciemment. Exactement. Ce mot d'intention que tu as proposé est parfait parce que il y a trop de nos conditionnements qui sont subis, qui sont justement une culture qui n'est pas forcément la nôtre. C'est une façon de clarifier son mode d'emploi pour permettre aux interactions, aux conversations et puis aux décisions de se faire plus vite et mieux. Oui, c'est très juste. Donc en effet, c'est ça, c'est le mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, il se répète au quotidien. En fait, j'ai l'impression aussi que le dirigeant ou le performant ou le leadership que tu appelles de tes voeux dans l'embellisme et les nouveaux schémas au niveau du cerveau que tu encourages à travailler, c'est aussi ceux qui permettent de développer le potentiel des autres. C'est voir le potentiel là où d'autres voient des problèmes, mais c'est aussi leur ouvrir des voies, libérer leurs talents, leur insuffler du sens. Et ça, c'est un aspect primordial qu'on aborde aussi quasi systématiquement en coaching. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, ou en tout cas, comment t'expliques qu'on arrive aussi ainsi à libérer le potentiel des autres? Il se passe rien de particulier dans le cerveau pour le coup pour arriver à libérer ce potentiel. On crée un bain culturel qui fait que les gens vont agir de cette façon. Donc ce qu'on crée, c'est pas des connexions neuronales différentes, mais ce sont des réflexes cérébraux ou des réflexes cognitifs qui vont être différents. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On insuffle une culture. Et pour ça, pour insuffler, il faut que le leader, que le dirigeant, il manifeste de la puissance. Ça, c'est très important et je crois que c'est
c'est très rare aujourd'hui. Il faut qu'il manifeste de la puissance, sinon il ne sera pas suivi, sinon la culture ne sera pas infusée. Et il faut aussi qu'il crée du chaos. Je crois qu'il n'y a pas d'équipe performante ou d'entreprise performante sans qu'il y ait une culture du chaos. La performance, c'est sécuriser ces équipes pour qu'elles soient le mieux possible dans le chaos. Mais la priorité, c'est le chaos. C'est pas un chaos total, bien sûr, mais c'est quand même, il faut qu'il y ait une dose de chaos, une dose de allez, on y va. Aujourd'hui, quel est notre problème du jour? Il y a un problème à gérer et il faut qu'on se sente pas vraiment tranquille, ultra sécurisé. Tu dis que c'est probablement le vrai moteur, mais il y a aussi quelque chose, quand je t'ai lu, c'est que ce leader embelliste, il était capable aussi de se placer dans une vision positive de l'humain, il me semble. Il croit en la capacité des autres à progresser, à changer, à inventer. Il y a une partie d'éthique, il y a une partie d'inspiration. Et alors comment tu relis les deux? Comment tu relis le côté un peu l'entreprise, pour que ça avance, il faut que ça soit une guerre, un chaos bien géré. Et puis d'un autre côté, ce côté finalement positif de l'humain où ça peut sembler contradictoire, mais chacun doit y trouver sa place. C'est ça le rôle du leader? Oui, je crois qu'en réalité, c'est pas du tout contradictoire. Je crois que justement, un leader ou un chef de guerre digne de ce nom est un chef de guerre optimiste. Sinon, il va même pas à la bataille. Donc, optimiste, ça veut dire aussi qu'il croit dans ses forces vives que sont ces hommes. Je crois que c'est une fausse bienveillance qu'on a envers les autres quand on veut à tout prix les sécuriser, les protéger, leur dérouler un petit tapis bien moelleux devant leur chemin pour qu'ils ne se fassent surtout pas mal. Je crois que ça veut dire qu'on n'a pas confiance en eux si on fait ça. Et si on les met à mal, là on a confiance en eux. En t'écoutant, je me dis qu'est-ce que ça doit être exigeant et qu'est-ce que ça doit être fatigant, parce que y a un travail, il y a un effort puissant, mais qui pourrait être coûteux, un chemin qui demande de l'énergie, du courage, mais qui demande aussi de l'effort, de la discipline. Alors, finalement, pour revenir à ce dont on parle et à tes connaissances du cerveau, ma question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut entraîner son cerveau à tenir dans cette exigence sans s'épuiser? D'abord, sur le plan neurophysiologique, tout ce que tu vis correctement dans ta journée, c'est fonction de cycle. Le matin, quand tu te réveilles, dans la demi-heure qui suit ton réveil, il faut à tout prix, c'est pas peut-être, il faut à tout prix que tu actives, que tu aies un pic de cortisol pour te donner un coup de fouet de stress pour ta journée. Dans les 8 heures qui suivent ton réveil, il faut à tout prix que tu aies de l'adrénaline et donc principalement de l'adrénaline, enfin une triade, adrénaline, dopamine et acétylcholine. Donc l'adrénaline pour l'éveil, la dopamine pour la motivation et l'acétylcholine pour être bien concentré cognitivement et être bien à ce que tu fais et pouvoir avoir les bons réflexes cognitifs. Donc c'est une triade qui s'active beaucoup et principalement avec la lumière du jour. Donc il faut que pour être bien au taquet, comme on dit, dans ta journée, dans les 8 premières heures qui suivent ton réveil, il faut que tu aies le plus de lumière possible. Ensuite, après ces 8 premières heures, on va dire qu'on arrive à peu près au milieu d'après-midi, début milieu d'après-midi, et bien là, au contraire, il faut que tu sois plutôt dans du descendant, dans du plus calme, dans du plus apaisé. Des choses un peu plus douces, dont tu as l'impression que ça te prend moins d'énergie folle, même si ça t'en prend quand même et que tu travailles quand même, tu commences à laisser venir la sérotonine. Et puis, en début de soirée, il faut que tu commences à vraiment baisser
le rythme, les écoutilles, de faire fermer tes écoutilles, être beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé pour là, aller dans la sérotonine à fond, parce que la sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine, et la mélatonine, c'est ce qui va te permettre d'entrer dans le sommeil. Et ta nuit, elle aussi, il faut qu'elle suive un rythme particulier. C'est-à-dire que ta nuit, il faut qu'elle soit, pour que tu sois bien dans tes baskets au quotidien, de la même façon, eh bien, il faut que tes nuits soient à peu près les mêmes tous les jours, c'est-à-dire que tu aies à peu près la même quantité de sommeil, et la bonne quantité de sommeil évidemment, mais que tes nuits commencent à peu près à la même heure tous les jours, ton sommeil commence à peu près à la même heure tous les jours et finisse à peu près à la même heure tous les jours, pour que ton cerveau puisse libérer les bons neurotransmetteurs et ton corps puisse libérer les bonnes hormones au bon moment. Tout ça, tout ce balai, si tu n'as pas ton pic de cortisol en tout début de journée, ça peut perturber ta nuit. Si tu n'as pas ton adrénaline en début de journée ou dans les 8 premières heures, ça peut perturber le reste, et etc., etc. Si tu as bien compris, la performance, c'est de savoir quel type d'énergie mettre à quel moment. Ça n'est pas être toujours en suractivité. Quand je disais que le leader performant, c'est quelqu'un qui met du rythme et qui insuffle de l'énergie, c'est pas toujours une énergie de je suis agressif à ce moment-là. C'est si c'est le matin, je vais être dans une énergie, ben oui, plus adrénaline, plus agressive, plus je tape dans le dur. Mais si je suis l'après-midi, ça va être une énergie plus créatrice, et plus douce. Et si je suis la nuit, eh ben il faut que je sois performant aussi dans ma nuit pour travailler bien ce qui va se passer dans la journée demain, pour être prêt pour demain. Donc la performance, c'est toujours de l'acceptation de ces rythmes et de mettre du rythme en musique. Ça veut dire mettre des silences aussi. Ça ne veut pas que dire mettre des notes. Donc, je crée des notes et je crée des silences. Toujours. Ça me ramène à notre idée de départ, ou en tout cas mon idée de départ de finalement le cerveau, on peut l'éduquer, mais ce que tu viens de dire, c'est qu'aussi le cerveau, il faut le suivre, il faut le comprendre, et donc en fait, et j'aime bien cette idée. Et c'est peut-être sur cette idée que je me permettrai de conclure, c'est que finalement le cerveau, il est flexible et adaptable, et c'est à nous, avec l'intention de le transformer, de l'automatiser, de pousser cette dynamique pour devenir un leader embelliste, ou en tout cas pour aller dans ce sens-là. Et puis d'un autre côté, avoir l'humilité ou la connaissance, ou en tout cas la conscience qu'il y a un certain nombre de rythmes que le cerveau nous impose, et que justement, comme tu viens de le dire, c'est de savoir mettre l'énergie au bon moment qui fera qu'on pourra aller loin et fort. Voilà, c'est exactement ça. Donc, il ne peut pas y avoir d'épuisement si on suit ces rythmes-là. Et ces rythmes-là sont les rythmes les fondamentaux de la performance. C'est encore une création d'automatisme finalement. On arrive à la fin de cet épisode de Chiche, et traditionnellement, c'est le moment où je reprends notre conversation. J'essaie de reprendre ce que tu as partagé avec nous, mais avec mes mots. Dans le coaching et dans les accompagnements, c'est ce que j'appelle la vision lucide. C'est une façon forcément subjective de reprendre ta pensée, telle que je l'ai reçue durant notre entretien, ma façon de te restituer cet échange passionnant. Alors, en conversant avec toi, j'ai l'impression que ça a résonné en moi à 3 niveaux différents. Un niveau scientifique d'abord, et c'est celui que j'étais aussi venu chercher en convoquant la scientifique que tu es. Ce que tu nous dis, c'est que notre cerveau est câblé pour la survie, et ça, en leadership, ça se traduit par le contrôle, la reproduction de modèles, la prudence excessive. Mais ce que tu confirmes aussi d'un point de vue scientifique, c'est qu'on peut entraîner notre cerveau à faire un saut conscient hors de notre pilote automatique. Consciemment, on peut entraîner notre cerveau à faire un choix délibéré, de ne pas se laisser diriger
par le conservatisme ou la rigidité, de faire un choix délibéré de créer au lieu de répéter, d'élever au lieu de se protéger, ou de relier au lieu de fuir. Finalement, de réécrire consciemment notre programme de survie, si je peux m'exprimer ainsi. Au niveau opérationnel ensuite, tu nous as parlé du pouvoir, de cette notion de pouvoir. Elle est fondamentale quand on est dirigeant et elle est centrale dans la notion de leadership. Et il me semble que tu nous as expliqué que le vrai pouvoir ne se mesure pas à ce qu'on contrôle, mais à ce qu'on transforme durablement, profondément et humainement aussi. Que là où l'impact est durable, c'est là où les autres trouvent leur place, c'est là où on part avec une intention, et avec une clarté, une vision et une très forte influence. Finalement, un pouvoir qui ne cherche pas à compenser une insécurité, mais à répondre à un projet plus grand que soi. Et ça aussi, ça se travaille au niveau du cerveau. Et enfin, j'ai retenu une approche presque symbolique. Quand la plupart voient des murs, le leader embelliste, je parle de celui qui a réussi justement à éduquer son cerveau, lui, il cherche des ouvertures. Il entraîne son cerveau à reformuler la difficulté en potentiel. C'est une forme de plasticité mentale qui active les zones associées à la créativité ou à l'imagination probablement. Oui, c'est très, très beau ce que tu dis. C'est ce que je fais avec mes patients au quotidien, qui sont très souvent des leaders et donc des leaders qui se veulent embellistes. C'est de les puissantiser, de leur donner la puissance. C'est de leur donner leur pleine puissance. Et en fait, leur donner leur pleine puissance, ça veut dire aussi leur donner les moyens de rendre leur écosystème puissant. Merci Fanny de nous avoir offert une clé essentielle et surtout de nous avoir confirmé que oui, cette transformation de notre cerveau, propre à chacun, elle est possible. Alors, on commence notre chemin vers l'embellisme dès aujourd'hui. Chiche. Allez, chiche. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et fait réfléchir. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et je compte sur vous pour les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour me suggérer des invités ou me faire part de vos retours, contactez-moi sur LinkedIn via Marc Joget ou par email à l'adresse chiche@marcjoget.com. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chiche.